cette amnistie totale était liée, ou cette décision d'amnistie totale était quelque part liée à l'idée que pour reconstruire, il faut oublier. C'est tout à fait le contraire de ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique du Sud, de ce qui s'est passé ailleurs. Là, l'idée a été dit, bon, on passe l'éponge, on oublie tout. Bon. Et la question qui s'est posée, à partir de ce moment, c'est que le poids de la guerre, le souvenir de la guerre est resté quelque part dans l'inconscient, comme quelque chose qui n'a jamais été, dépassé. Bon. Quand on oublie, quand on essaye d'oublier, quand on essaye de créer une amnésie, évidemment, le passé revient. Et il revient sous d'autres formes. Tout de suite a été posée la question de la reconstruction de Beyrouth. Comment reconstruire cette ville, qui était quand même la capitale libanaise, et dont le centre-ville avait été entièrement détruit, ou entièrement endommagé, disons. Là, s'est posée tout de suite la question de l'intérêt public et de l'entrepreneuriat privé. Zut. Alors, les choix de la reconstruction ont été simples. D'abord, la priorité accordée à la construction de grandes infrastructures à l'échelle nationale. Ensuite, ça a été basé sur un pari, celui du retour du rôle de Beyrouth comme centre financier majeur dans un Moyen-Orient pacifié. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on pensait qu'on allait vers une sorte de paix entre Israël et les pays arabes. C'était autour du processus d'Oslo qui avait démarré. Bon, tout ça était... Bon, et on disait, Beyrouth va redevenir le cœur financier. Et donc la décision a été faite de confier à une société foncière privée la reconstruction du centre de Beyrouth. Alors, la reconstruction du centre-ville a été basée sur deux fondements. D'abord, une société foncière privée, comme je l'ai dit. Alors, pour justifier ceci, il y avait une fragmentation extrême des droits de propriété, comme très souvent dans les dans les villes historiques. Et donc, on a dit, bon, comment résoudre ce problème? Ben voilà, on va créer une société privée, on va donner des actions aux ayants droit, propriétaires, locataires, etc. Et on va ouvrir le capital aux investisseurs privés. C'était quelque part comme une solution miracle. D'un côté, les ayants droit avaient des actions, donc la société privée pouvait contrôler le foncier, et d'un autre côté, on a besoin de capitaux, donc on ouvre le capital à des investisseurs privés, donc c'est une société qui a en même temps et le foncier et les capitaux. Très bien. Cette société foncière est venue immédiatement créer une sorte lancer un plan ambitieux pour le centre-ville reconstruit, avec certaines priorités, améliorer les infrastructures routières, sélectionner quelques éléments patrimoniaux à préserver, moderniser le parc immobilier. Il y a par exemple, le projet c'était de construire 4,5 millions de mètres carrés de construction neuve et d'augmenter la superficie du centre-ville en remblayant la mer. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Ah non. Ce qui est très intéressant, c'est comment cette société privée et ce regard, cette tentation de l'amnésie, disons, s'est confronté au patrimoine. Alors, le patrimoine de Beyrouth est un patrimoine composite. Il y avait évidemment des souks qui dataient de l'époque ottomane. Il y avait un patrimoine de l'époque du mandat français. Il y avait un patrimoine banal, enfin un patrimoine normal de certains quartiers qui dataient du XVIIIe et du XIXe siècle. Il y avait un patrimoine moderne, le patrimoine des années 50 et 60. Il y avait un patrimoine archéologique, mais qui était enfui et qu'on ne connaissait pas, mais on avait quelques sources qui permettaient de dire que sous le Beyrouth qu'on voyait là, il y avait un Beyrouth de l'époque mamelouk, il y avait un Beyrouth de l'époque byzantine extrêmement riche. Bon.
Le centre-ville de Beyrouth en 91, avant de lancer le processus de reconstruction, il y a eu une sorte de... On a invité toute une série de photographes internationaux pour venir prendre des photos du centre-ville. Comme vous voyez, le centre-ville est réellement endommagé, mais la structure de la ville est toujours là. Les bâtiments sont toujours là. L'idée de la société foncière a été de dire, très bien, nous allons créer un nouveau centre urbain. Et ce qui est très intéressant en comparaison avec Dresde, c'est que là aussi, on a totalement aboli la structure du cadastre ancien et donc les limites foncières anciennes. À partir du moment où c'était une société foncière, ben, tout le centre-ville est devenu une seule parcelle. C'est assez intéressant parce que autant à Dresde, c'était une action d'un régime communiste, ici, c'est l'action d'une société foncière capitaliste. C'est très intéressant, ces deux comparaisons. Très bien, on voit à gauche le plan du centre-ville avant la guerre, on voit à droite le plan du centre-ville tel qu'il est projeté après la reconstruction. Qu'est-ce qu'on voit sur ce nouveau plan? Vous avez en gris les bâtiments qui sont préservés. Ce sont essentiellement les bâtiments religieux, mosquées, églises mosquées, églises essentiellement, et puis une synagogue, la synagogue juive qui existait, plus quelques bâtiments le siège du Grand Sérail, etc., et les quartiers de l'époque du mandat français. Vous voyez là où c'est écrit A, par exemple, ou 7, ou... Là où c'est écrit A, oui, effectivement. Vous avez la mini place de l'Étoile qui avait été créée dans les années 20, etc. Et puis, pour le reste, on démolit tout le centre-ville, le reste du centre-ville, et on utilise ces démolitions pour remblayer la mer. Et vous voyez au nord la partie remblayée qui se développe en partie haute de l'image. Bon, on voit ici comment le centre-ville a été, comment cette politique ou cette stratégie a créé tout à fait une nouvelle ville, hein, ce que j'appelle de la ville multicouche à la cité d'affaires. On voit comment la taille du parcellaire a été changée, comment la tramviaire a été transformée, comment le tissu urbain a été modifié. On voit d'une part la table rase, c'est-à-dire la démolition totale du patrimoine normal, habituel. Et puis, comme j'avais dit en bas, quelques quartiers préservés, quelques bâtiments préservés. Une mémoire sélective, donc vous voyez en rouge les bâtiments préservés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On garde ce patrimoine de l'époque du mandat français, néo-haussmannien, avec une mini-place de l'Étoile, des constructions orthogonales, etc. Et puis, on démolit le patrimoine habituel, normal, les souks anciens, les quartiers d'habitat, etc. Le dilemme de l'archéologie. Bon, on démolit, on commence tout de suite à faire évidemment des fouilles. Alors, ce n'était pas seulement pour l'archéologie, c'était aussi parce qu'il fallait faire quand il fallait reconstruire, il fallait faire des parkings et donc il fallait faire des sous-sols. Donc on commence, et j'appelle ça le dilemme de l'archéologie parce que dans une ville comme Beyrouth, où il y a eu toute une histoire très ancienne, on commence d'abord à déblayer. On trouve au départ les caves de l'époque ottomane, et puis très vite on tombe sur la ville mamelouk. Et on découvre que Beyrouth avait, à l'époque mamelouk, été véritablement une ville importante. Alors évidemment, des tas de gens disent « oui, mais c'est important, il ne faut pas aller plus loin, il faut préserver ce patrimoine. Ce patrimoine, c'est l'image arabe et islamique de Beyrouth. Ça montre que Beyrouth avait un rôle à l'époque mamelouk dans le monde arabe, etc. » Très bien. Sauf que, quand on veut chercher
les sources, il faut aller plus loin. Et donc on continue à fouiller, on arrive au Beyrouth byzantin. Alors très vite, les chrétiens d'Orient, puisque le Liban disent « Ah, mais voilà le vrai Beyrouth, voilà comment c'était, Beyrouth, Berytus, etc. etc. C'est ça qu'il faut préserver. » Et puis d'un autre côté, on dit « Non, il faut continuer, parce que nous, on est aussi des Phéniciens. » Et donc on continue à chercher, on trouve... Bon, tout ça a créé quelque part une sorte de... Et c'est vrai que cette archéologie a été quelque part un moment où se sont affrontés des sentiments identitaires qui étaient plus ou moins non dits, qui ont surgi au moment même de cette histoire de fouilles archéologiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est par contre qu'on aurait pu avoir une lecture différente. Par exemple, moi j'ai suivi un peu la reconstruction, les fouilles archéologiques dans les souks, les anciens souks de Beyrouth. Ce qui était fascinant, c'est qu'en fouillant dans les souks, au départ, dans le tracé des rues du souk, ce qu'on appelle les rues on a tout d'abord trouvé les égouts de l'époque mamelouk, de l'époque ottomane. En dessous, il y avait les égouts mamelouks. En dessous, il y avait des égouts de l'époque byzantine. Et en dessous encore, quelque part, il y a une permanence des tracés. Comme si la ville, à chaque fois, se démolissait et se reconstruisait sur ses ruines elles-mêmes, sur ses tracés eux-mêmes. Et cette façon de voir l'archéologie et de regarder l'histoire de la ville, non pas comme des mémoires divergentes, mais comme une continuité historique, est quelque chose d'important. Ça aurait pu servir de base pour la reconstruction de la ville. Par contre, bien évidemment, la logique de la reconstruction, qui est dirigée par une société foncière qui cherche le profit, a essentiellement donné comme idée de dire, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préserver des morceaux choisis. Un petit bout de morceaux mamelouk, un petit bout de morceaux byzantins, un petit bout de morceaux phéniciens, un petit bout de morceaux cananéens, de façon quelque part à contenter tout le monde. Et donc, ça a été une sorte de morceaux choisis disparates. On voit ici comment on a gardé un morceau de mur de l'époque cananéenne, mais dessus il y a un parking. On a gardé un morceau de ville phénicienne, mais au sous-sol d'un grand magasin. Voilà, ça a été des éléments comme ça, avec l'idée après de créer une sorte de parcours patrimonial qui n'a jamais vraiment fonctionné. Les souks, voilà les souks anciens. Les souks anciens continuaient. Vous voyez cette image que vous avez à gauche? C'est une image, l'image à gauche, c'est l'image des souks avant la guerre. Ça, c'est les souks tels que je les ai photographiés dans les années en 91, à la fin de la guerre. Et voilà, on a dit très bien, et maintenant, ces souks, il faut les reconstruire. Donc, on démolit les souks anciens et on reconstruit quelque chose qui ressemble à des souks, mais qui est en réalité un môle. Qui est un môle qui fonctionne comme un môle. C'est assez drôle parce qu'à l'époque, on m'avait demandé de faire un plan de reconstruction des souks après leur démolition. J'ai travaillé quelques mois, puis j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que la logique ne marchait pas. Mais à l'époque, on m'avait mis en contact avec des commerciaux qui me disaient, monsieur l'architecte, écoutez, vous pouvez reconstruire comme vous voulez, mais il faut faire un grand magasin, un mall. Maintenant, ce mall, il peut avoir, architecturalement, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des fontaines, vous pouvez faire des arcades, vous pouvez faire des petites places, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça va fonctionner comme un mall. Quelque part, l'architecture était un prétexte. Et ça nous rend très... ça enlève chez nous toute idée, chez les architectes, toute idée qu'on peut reconstituer le monde et refaire le monde. En réalité, notre intervention ne peut être que très modeste. Parce que quand on est face à des gens comme ça, qui vous disent « faites ce que vous voulez, donnez la forme que vous voulez, mais ça deviendra un môle. » Point. C'est assez étrange. Ensuite, les remblais, donc... le front de mer a été... Alors vous avez en haut
l'image du front de mer tel qu'il était avant la guerre. Et donc, on est venu remblayer la mer avec l'idée de créer une sorte de cité d'affaires, des gratte-ciel, etc. Et un ouvrage monumental. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, malheureusement, le littoral béroutin, très vite, on tombe sur une fosse énorme. Hein, et donc, remblayer la mer devenait difficile. Et donc, on a appelé Bouygues Offshore, qui est venu construire cette sorte de digue énorme, avec des caissons monumentaux qui ont été préfabriqués, venus ancrer avec des pieux, etc., pour empêcher que les remblais ne s'effondrent. Mais le problème de ces remblais, c'est qu'une fois remblayés, après construire dessus, ça coûte très, très, très cher. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a 25 ans après, les remblais ne sont pas construits. Bon. Aujourd'hui, 25 ans après, la plus grande partie de la ville a été reconstruite, à part les remblais, bien évidemment. Ce qu'on découvre, c'est que, bon, elle a été presque entièrement reconstruite et c'est devenu une sorte d'enclave de luxe. Ce qui est arrivé, c'est que les anciennes populations sont parties, ce sont des populations neuves qui viennent. Et bien évidemment, ces populations neuves, ce sont des populations qui n'ont pas d'histoire dans ce centre-ville. C'est essentiellement, le centre-ville de Beyrouth est devenu quelque part, alors rapidement, 2 minutes encore, 3 minutes, disons, rapidement. L'idée de départ, c'était que le centre-ville deviendrait une sorte de cité d'affaires, hein, comme le rôle de Beyrouth avant-guerre. L'échec du processus politique et l'échec d'Oslo a fait que cette perspective a été abandonnée. D'autant plus que, bon, il y a eu d'autres centres qui ont été créés, il y a eu Dubaï, il y a eu tout ça, et donc Beyrouth se retrouvait un peu en porte-à-faux. Et donc le centre-ville est tombé, enfin la société foncière et le projet immobilier du centre-ville est tombé à la fin des années 90 dans une sorte de déprime totale, rien ne marchait, les actions de la société sont tombées au plus bas. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Et ce qui est étrange, c'est que le 11 septembre a redonné vie au projet du centre-ville. Tout simplement par un processus très simple, c'est que les capitaux arabes, qui auparavant investissaient aux États-Unis, à Monaco, etc., se sont retrouvés à investir dans le centre-ville de Beyrouth. Et le centre-ville de Beyrouth est devenu, quelque part, mais on le voit très bien, une sorte de lieu de résidence secondaire pour les capitaux arabes et pour aussi les Libanais expatriés dans le monde arabe, enfin les Libanais très riches qui expatriés dans le monde arabe, qui ont des sortes de résidences secondaires dans le centre-ville. Alors c'est très drôle de passer dans ce centre-ville et de voir la 3/4 du temps les façades éteintes, quelques lumières de temps en temps. Il y a un peu de vie dans certains endroits, mais bon, tout ça ne marche pas. Et pour les Libanais, ils y vont très peu. Le centre-ville n'est plus le centre de Beyrouth. Alors, bon, quelques réflexions comme ça. Parce que je pense que ce qui est arrivé à Beyrouth risque d'arriver aussi dans d'autres villes de la région. Ce processus d'investissement de capitaux rapide, avec l'idée de... Bon, c'est très séduisant, l'idée de la société foncière, parce que reconstruire, c'est compliqué. Alors que la société foncière, c'est simple. On crée une société foncière privée, on donne des actions aux anciens propriétaires, on amène de l'argent, des capitaux frais, on dit, allez, on démolit, on reconstruit tout. C'est très séduisant et c'est ça qui risque de se recréer ailleurs. Parce que le traumatisme après la guerre crée chez les gens un rêve de rétablissement.
lorsque le projet de construction de la centre-ville a été lancé dans les années 90, il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition d'historiens, d'architectes, d'urbanistes, d'intellectuels, etc. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi on s'opposait. Les gens avaient un seul souci, c'était d'oublier la guerre, oublier les souvenirs de la violence et avoir l'idée d'un avenir de reconstruction, d'une sorte d'avenir de rêve, que, bon, on va donner ça à une société foncière efficace qui saura travailler et qui reconstruira le centre-ville très vite. Il faut comprendre qu'après les guerres, les populations peuvent être, surtout des guerres aussi longues, les populations peuvent être réellement fatiguées et ne penser qu'en finir. En finir. Et c'est ça la tentation, et c'est ça la difficulté. Alors, dernière chose, reconstruire à l'ère de la libéralisation de l'économie du marché, de l'économie de marché, solidaire, donc le centre-ville, c'est une opération gouvernée par la rentabilité des investissements, c'est une opération qui est marquée par la marginalisation du rôle du secteur public. C'est une opération qui a été faite de reconstruction sans participation du public. C'est un véritable succès économique dans le sens où le foncier, maintenant, marche bien, même si la ville ne marche pas en tant que ville urbaine. Mais le prix des terrains est élevé, le prix des appartements est élevé, et il y a une sorte de spéculation qui marche. Hein. Par contre, c'est un échec social, c'est un échec environnemental, c'est un échec urbain. Alors, le bilan patrimonial d'un quart de siècle de reconstruction, effectivement, on a préservé les monuments, on a préservé les édifices religieux, mosquées, églises et synagogues, on les a même réhabilités. On a préservé le patrimoine colonial. On a préservé certains bâtiments de l'époque du patrimoine moderne, mais tout ça, c'est une préservation de monuments. Et quelque part, ces monuments sont là un peu comme des témoignages vides, hein, puisque les gens n'y habitent plus. Alors, et quelque part, le paysage urbain a été entièrement transformé. Donc, vous voyez à gauche, entre 91 et 98, donc à la fin de la guerre, 85% de l'ancien centre-ville, des anciens bâtiments du centre-ville ont été détruits. Les droits de propriété et la transformation ont abouti à la suppression des droits de propriété a abouti à la transformation radicale du paysage urbain. Se pose la question complexe de la conservation du patrimoine. Qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on ne conserve pas? Et quelque part, aujourd'hui, la question cette démolition du centre-ville et cette reconstruction où le patrimoine n'est plus qu'un patrimoine d'édifices monumentaux et n'a plus rien à faire avec réellement le cœur de la ville et n'a plus rien à faire avec les mémoires urbaines de Beyrouth, cette reconstruction a créé chez les gens une sorte ou chez les jeunes essentiellement, une sorte de réaction où aujourd'hui les questions de patrimoine et de préservation du patrimoine sont les seules questions qui arrivent à mobiliser aujourd'hui la jeunesse beyrouthine. Merci. Merci pour cette réflexion passionnante et complète sur les problématiques qui se sont posées pour Beyrouth et qui effectivement peuvent servir d'exemple pour d'autres villes du Moyen-Orient.